Jean Sévilla, nous nous retrouvons pour une dernière série de questions qui ont trait à la guerre d'Algérie suite à l'apparition de votre livre Les vérités cachées de la guerre d'Algérie aux éditions Fayard. Et dans cette série de questions, nous traiterons donc de l'indépendance de l'Algérie. Et pour commencer cette série de questions, je vous demanderai comment s'est passé le passage de témoin entre la France et le FLN. Il y a eu une période donc accord d'Évian en 18 et cessez-le-feu prend le fin le 19 mars. Il y a une période, l'indépendance doit, ce cessez-le-feu doit lui-même être approuvé. Donc il y a eu un premier référendum en France en avril 1962 qui a approuvé les accords d'Évian très largement. De Gaulle s'est appuyé sur l'opinion française pour se légitimer son action. Et puis il devait y avoir un deuxième référendum, uniquement lui concernant la population habitant l'Algérie, pour approuver de son côté ces mêmes accords. Le résultat en Algérie était, alors que les Français d'Algérie étaient déjà repartis en France, ils n'étaient pas, en théorie, pas exclus de ce scrutin, mais dans la pratique, ils en ont été exclus parce qu'ils étaient partis en France, puisqu'ils étaient physiquement menacés. Donc le résultat est un oui écrasant en Algérie, et donc le référendum est du 1er juillet. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient officiellement un État indépendant. Alors il y a eu, pendant toute la période de transition, il y a eu un exécutif provisoire qui a gouverné l'Algérie, donc de mars à début juillet 1962, qui était franco-algérien, et puis en 1962, on remet les clés de l'Algérie, si je puis dire, à la France. Dans la pratique, on conserve encore quelques places, on conserve des places militaires, les dernières vont partir en 1960, les dernières militaires vont partir en 1964, on conserve encore des intérêts économiques, notamment pétroliers. Les entreprises pétrolières qui restent sur place sont les entreprises françaises. Et puis, il va y avoir un bras de fer très vite entre les autorités algériennes et la France pour le contrôle du pétrole. Il y a au sein même d'Algérie, au sein même du pouvoir du FLN, il y a des rivalités et luttes de clans extrêmement féroces. Le tout premier gouvernement, qui est celui de Ben Bella, va subir un coup d'État en 1965 où prend le pouvoir le général Boumedienne. L'Algérie devient une dictature militaire du FLN, une dictature de l'ALN. Et cette dictature militaire va exercer contre la France une pression extrêmement forte qui va aboutir, plusieurs années après, en 1971, sous le septennat du président Georges Pompidou en France, à la nationalisation du pétrole algérien par l'Algérie. Et les entreprises françaises qui détenaient des intérêts pétroliers en Algérie ont eu une indemnisation qui était ridicule par rapport à la valeur de ces droits. Voilà. Et donc, à partir de là, les rapports franco-algériens sont de pays indépendants, et donc avec une volonté de la part de l'Algérie de tirer le maximum de l'ancienne puissance sino-coloniale, enfin de l'ancienne puissance, de l'ancienne métropole, de tirer le maximum d'avantages pour soi-même en donner, si vous voulez dire, un minimum. Voilà. Et puis très vite, enfin pas très vite, mais peu à peu, eh bien, il y a la question migratoire qui va être fondamentale dans les rapports franco-algériens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une communauté dès avant l'indépendance. Les Algériens vivant et travaillant en France étaient nombreux. On était là, c'était d'ailleurs assez logique, même si c'était la guerre, mais je veux dire, c'était des citoyens français, donc ils allaient travailler en France comme un Breton peut aller travailler à Marseille ou à Alger, c'était la même chose. Donc les Algériens devaient travailler en France, ils étaient nombreux, mais c'est un flux qui va que s'accélérer dans les années 70, et ce sont les 30 glorieuses, ascension économique, les entreprises françaises ont besoin de main-d'œuvre. On prend de la manœuvre pas chère, on prend des Maghrébins, les Algériens, mais aussi des Tunisiens, des Marocains, etc., beaucoup d'Algériens. Et donc il y a une immigration algérienne extrêmement importante qui s'installe en France et qui va ne faire que croître.
et qui est dans la législation française sur le droit du sol, droit du sang, qui est le droit de la nationalité en France, et bien cette communauté algérienne va donner les enfants qui naissent en France, ayant le droit d'accéder, tout enfant naissant en France ayant le droit, en fonction du droit de la nationalité actuelle, à accéder à la nationalité française à sa majorité, à 18 ans, enfin c'est 21 ans à l'époque, puis ensuite 18 ans sous Giscard, eh bien se constitue une communauté franco-algérienne, de Français mais d'origine algérienne, et donc qui est aujourd'hui estimée, c'est difficile d'avoir des vrais chiffres, enfin, il est probable que la communauté franco-algérienne se représente à peu près 5 millions de personnes. C'est un enjeu tout à fait considérable, qui est un enjeu aussi un enjeu électoral pour les élections françaises. Donc quand M. Macron était en février 2017, alors qu'on était avant l'élection présidentielle, est allé à Alger pour faire une interview où il a dit que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Il n'échappera à personne que cette déclaration avait aussi des connotations électorales assez fortes en France. On en a parlé un petit peu dans notre précédente vidéo, mais l'indépendance a-t-elle donné lieu à des massacres et des règlements de compte? Alors ce sont les massacres d'Erquy dont on a parlé plus tard. Ça commence donc le massacre d'Erquy commence, autant le drame des Pieds Noirs commence dès mars. Il était antérieur même, enfin il s'accélère, devient massif après les accords d'Évian, donc mars 62. Le drame d'Erquy commence vraiment après l'indépendance. Juillet 62, août 62, septembre 62. C'est d'ailleurs assez concentré. Je veux dire, il y a 3 mois, puisqu'après septembre, octobre, on sait que le nombre de tués diminue. Voilà. Il y a un fait massif au moment de la prise du pouvoir. Il y a une vengeance, il y a une volonté de marquer son territoire, de terroriser ceux qui avaient servi dans l'armée française, de punir les plus exposés, puis terroriser les autres, qui a été très marqué sur un temps assez limité, mais qui a fait un nombre de victimes extrêmement important. Il n'y a pas simplement, il faut y penser, parce que souvent on l'oublie, il y a aussi tous les musulmans qui n'étaient pas des militaires, qui sont engagés contre la France, les élus, les élus, des instituteurs, des fonctionnaires, qui eux, en général, ont fait partie aussi des gens qui ont regagné la France en 1962 parce qu'ils se sont sentis menacés dans le pays qui était devenu, le nouveau pays qui était devenu le leur, mais dans lequel ils étaient considérés comme indésirables. Quelle était la nature du pouvoir algérien au moment de l'indépendance? C'est un pouvoir militaire. L'élément militaire a toujours compté au sein du FLN. C'est une insurrection armée. Et puis, en théorie, il y a le Front de Libération Nationale, FLN, puis il y a l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, qui est le bras armé du FLN. Et dans la pratique, l'institution militaire a beaucoup compté dans le monde indépendantiste, de même que l'armée comptait beaucoup dans l'histoire de l'Algérie française. En fait, le fait militaire, dans l'histoire globale de l'Algérie 19e, 20e siècle, est extrêmement prégnant. C'est un pays qui a vécu, je ne dirais pas tout le temps sous les armes, mais enfin où l'élément militaire, l'élément de force, revêt une importance tout à fait considérable. Des Pieds Noirs sont-ils restés en Algérie après l'indépendance? Alors, des Pieds Noirs sont restés en effet sous l'indépendance. J'ai dit que 600 000 à peu près sont partis en juin, jusqu'en juin 62, c'est-à-dire qu'en juillet 62, au moment de l'indépendance, il doit en rester à peu près 300 000. On estime qu'à la fin de 1963, ils ne sont plus déjà que 100 000. Ça veut dire qu'il y a 200 000 schématiquement d'autres qui sont partis au cours de l'année 63. Et dans les années qui vont suivre, les années 60, le nombre ne va faire que se réduire. À partir au début des années 70, ils sont quelques milliers. Voilà. Alors les Français qui sont restés là-bas, au départ, les Français d'Algérie qui restent là-bas, espèrent qu'il y a une phase révolutionnaire qui va ne faire que s'amoindrir ou se calmer. Ils ont encore des intérêts économiques, et puis il y a toute une législation qui va se mettre en place qui va leur montrer que leur place n'est plus là. La nationalité algérienne va leur être interdite,
puisque la nationalité algérienne pose pour principe le nouveau code de la nationalité algérienne qui était dicté en mars 1963, elle est liée à l'appartenance religieuse, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour avoir la nationalité algérienne, il faut avoir je ne sais plus si c'est deux, j'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi, deux ou trois grands-parents, enfin il faut avoir des grands-parents, plusieurs grands-parents musulmans, ce qui exclut donc les chrétiens ou les juifs. Et puis les biens des Français vont être saisis, il y a toute une succession de lois qui va se spolier leurs biens, les biens les plus immédiats, les appartements, les maisons, les entreprises vont de même être spoliées, et donc voilà, ne reste fin 1963, schématiquement un an après l'indépendance, il ne reste que quelques milliers d'individus qui ont réussi, pour un certain nombre de raisons, à faire un petit peu leur trou, si je puis dire, et à être épargnés par ce Moloch, par cette machine qui est mise en place. Il y a toute l'aventure, on pourrait en dire deux mots, qui est l'histoire des Pierres Rouges, qui est une histoire intéressante. Ce sont des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des cinéastes, des artistes qui arrivent souvent de France, mais d'autres pays du monde aussi, qui débarquent en Algérie en 62-63, parce qu'ils ont suivi l'indépendance algérienne, la révolution algérienne. Ils pensent que ce sont des tiers-mondistes dans les années 60, c'est les grandes années du marxisme tiers-mondiste. Ils pensent que la révolution algérienne va être un des hauts lieux de la révolution mondiale, l'Algérie devenant à l'égal comme le Cuba de Fidel Castro ou la Chine de Mao comme l'avant-garde de la révolution prolétarienne mondiale. Et en fait, tous ces gens vont déchanter, on a de multiples témoignages qui sont assez poignants en même temps, et en même temps, on ne peut pas en rire, mais enfin, d'Européens qui s'aperçoivent qu'au fond, très vite, ils sont considérés comme des indésirables, parce qu'ils sont européens, parce qu'ils ne sont pas musulmans, et puis parce que le nationalisme algérien est un nationalisme assez ethnico-culturel et qui n'a pas besoin d'étrangers, et donc on les a peu à peu, lentement et doucement, fait partir, doucement, et de manière plus brusque à partir d'une période pendant toute la période de Ben Bella, c'est-à-dire de Ben Bella jusqu'en 65, ils sont restés là, mais après la révolution de prise de pouvoir par Boumedienne, ils sont mis à la porte. Et la situation actuelle de l'Algérie découle-t-elle de la guerre d'Algérie et de l'indépendance? Alors, non. Ce qui découle de la guerre d'indépendance, c'est que le pouvoir est resté le même. C'est le pouvoir une caste militaire qui est le pouvoir depuis 1962, qui est la même en 2018. Voilà. Maintenant, l'indépendance de l'Algérie, c'était il y a 50 ans. Qu'on ne nous raconte pas que l'état économique actuel de l'Algérie, c'est à cause de ce qui s'est passé sous la présidence française. Je veux dire, il y a des pays qui ont accédé à l'indépendance qui ont été colonisés, qui ont été accédés à l'indépendance plus tard, qui se portent 10 fois mieux. Le problème, voilà, c'est un système qui est gelé. Le système vit du pétrole, du gaz, qui est la richesse évidemment tout à fait extraordinaire du pays, et se repose sur ce trésor. Le problème c'est que ce trésor il s'amenuise. Le problème c'est que l'Algérie a une démographie qui continue d'être explosive. L'Algérie comme un pays, il n'y a pas beaucoup dans le monde, enfin par rapport à sa taille, c'est un pays qui s'accroît d'1 million de personnes par an. En 2017, on était à 42 millions d'habitants. Je pense que quand les statistiques seront faites sur 2018, qu'on le connaîtra en 2019, je pense qu'on sera à 43 millions d'Algériens. Donc, et avec une jeunesse immense. 9 Algériens sur 10 n'ont pas connu la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Algérie des Français, celle de 54 à 62, la guerre d'indépendance. Pour beaucoup d'Algériens, et souvent en France on y passe moins, enfin pour beaucoup d'Algériens, quand on dit guerre d'Algérie, en réalité c'est une autre guerre à laquelle ils pensent, c'est la guerre qui a opposé dans les années 1990, à partir de 1990, qui a opposé l'armée algérienne au réseau islamiste, au FIS, qui est une guerre
peu connue en France, enfin, on a entendu parler évidemment, mais qui a eu des résultats féroces. On pense que c'est une guerre qui a sans doute fait 250 000, peut-être 300 000 morts. C'est-à-dire autant, et c'est une guerre civile, algéro-algérienne pour le coup, qui a fait autant de morts pratiquement que la guerre au moment de l'indépendance. Donc je pense que par rapport à l'Algérie ne peut pas exciper de son passé où elle a été colonisée par la France, sous souveraineté française, pour exciper de son État, qui serait, etc. L'Algérie est un pays indépendant depuis plus d'un demi-siècle. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'elle a pris son destin en main, qu'elle s'en prenne à elle-même pour résoudre elle-même ses problèmes. Ce qui ne veut pas dire que ça doit nous être indifférent. C'est un grand pays voisin d'une autre, encore une fois, avec lequel l'immense majorité de la population avec lesquelles on n'a pas été en situation de guerre. Donc moi je n'appelle pas du tout à poursuivre la guerre algéro-française. Au contraire, je voudrais qu'on dépasse ce cadre-là. Je pense qu'il faudrait qu'on parvienne à une relation adulte avec l'Algérie, qui est un grand pays. L'Algérie est un grand peuple aussi, à sa manière. Il faudrait arriver à des relations pacifiées, de façon à avoir une relation internationale normale avec l'Algérie, comme on peut l'avoir avec d'autres pays. Merci beaucoup Jean Sévillia. C'est ainsi donc que nous achevons notre série de questions sur l'Algérie et la guerre d'Algérie. Et nous rappelons donc la parution de votre livre Les vérités cachées de la guerre d'Algérie aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.